Bonjour. En juin 1998, époque où j'avais fait beaucoup de recherches sur l'itinéraire de mon grand-père, j'avais écrit à un ancien déporté belge rescapé d'Elrich, Monsieur Ernest Abel, Monsieur Abel. Et il m'a très gentiment répondu par une longue lettre. Cher monsieur, votre lettre, avec ses annexes, vient de me parvenir et je m'empresse d'y répondre de mon mieux. Laissez-moi tout d'abord vous féliciter pour l'effort que vous entreprenez afin d'essayer une reconstruction de la dernière année de vie de votre grand-père. Comme il était résistant et prisonnier politique, il le mérite bien, cet intérêt. Je vous souhaite plein de succès dans toutes vos démarches. Alors, il m'indique quelques éléments où je peux rechercher. Et ensuite, il m'écrit « Il ne m'est pas possible dans le cadre d'une lettre de vous donner une description des conditions de vie à Elrich. Je vais cependant essayer de répondre à vos questions précises. » Alors il avait commencé aussi par me dire qu'à son grand regret, il pouvait guère être très utile parce qu'il n'avait pas connu Charles Grevillers. Il essaye de répondre à certaines de mes questions. 1. Les tâches incombant aux détenus étaient multiples. Porter des rails ou d'autres lourdes charges, creuser des tunnels, bétonner des fondations, construire des routes, forger, souder, scier, travaux d'électricité, de cuisine et j'en passe. 2. Les conditions de vie en septembre 1944 étaient encore relativement supportables, quoique déjà assez pénibles. Elles n'ont pas cessé de se dégrader très rapidement, au point de devenir carrément insupportables. Un hiver précoce et très froid s'y est ajouté. 3. Impossible de dire si votre grand-père est resté à Elrich. Mais comme vous semblez connaître la date précise de son décès à Elrich même, il est vraisemblable qu'il n'est pas parti en transport. Je suppose que vous avez pu consulter les copies des fiches journalières du camp. 4. En septembre 1944, il y avait, je pense, 6 bâtiments en dur, anciennes fabriques, pour loger environ 8200 prisonniers. D'autres baraquements en bois s'y sont ajoutés dans la suite. J'en ignore le nombre précis. 4. Vous me posez comme dernière question de quoi il pourrait être mort. Je vous répondrai d'épuisement total, de malnutrition, de faim, peut-être aussi de soif, de froid, d'heures de travail et de chemins interminables, etc., etc. Sans savoir si une cause plus précise ne s'y était pas ajoutée. Croyez, cher monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments, monsieur Abel. En 1982, la promotion de l'école de gendarmerie de Montluçon, la promotion 81-82, a décidé de porter le nom du maréchal des logis-chefs Grevillers. Et un discours a été prononcé à cette occasion devant les élèves gendarmes. Je vous en lis juste quelques extraits. Le 6 mars 1945, mourait au camp de Elrich, camp de concentration d'Elrich en Allemagne, le maréchal des logis Grevillers, 10 mois après son arrestation pour fait de résistance. Mon général, nous avons choisi d'évoquer ce soir, au moment où nous allons être gendarmes, la vie de cet homme qui a su, jusqu'au sacrifice suprême, être un sous-officier de gendarmerie. Ils décrivent sa vie, sa résistance, etc. Et rappellent à la fin qu'il a été médaillé de la résistance, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palme à titre posthume pour service de guerre exceptionnel. Le maréchal des logis-chefs Grevillers a été promu au grade d'adjudant à titre exceptionnel pour prendre au rang le 6 juin 1944. À Mastin, dans le Nord, où il est né, une rue porte son nom. Un petit point sur la déportation en France, sur le nombre. À l'époque où j'ai fait beaucoup de recherches comme ça sur le grand-père et que j'en parlais, on me disait « Ah bon, t'es juif ?» Il faut savoir qu'à la Libération, on a beaucoup parlé des résistants et on parlait assez peu des juifs. D'ailleurs, le mot Shoah n'existait pas. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Qui dit déportation dit Shoah, extermination de juifs, et on parle beaucoup moins des résistants. Si on fait le point plus général, les déportés d'extermination, juifs essentiellement, ont été en France environ 75 000, dont 11 000 enfants ou jeunes adolescents. 75 000 qui sont partis en Allemagne, et très très peu sont revenus, peut-être de 2500, 2600, puisqu'il s'agissait d'exterminer cette population de juifs. 75 000 juifs. Les déportés de répression à côté étaient un peu plus nombreux, peut-être 80 90 000, les chiffres sont très controversés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas que des résistants. Il y avait aussi simplement des otages, des gens raflés à l'occasion de représailles d'Allemands, ou simplement des aviateurs tombés, des aviateurs alliés tombés, des réfractaires au STO qui sont conduits, qui ont été considérés comme des opposants d'emblée politiques, même s'il n'y avait pas eu vraiment d'action dans la résistance, etc. À Vernon, en 2021, en octobre 2021, a été installée à un carrefour une fusée. Dès qu'on passe le pont de Vernon pour aller vers Vernonay, on ne voit qu'elle, une fusée. En même temps, un week-end en octobre aussi, c'est appelé Space Up, la fête de l'espace. Macron, le président, est venu en janvier 2001 visiter le campus de l'espace qui se trouve en gros à l'emplacement où était le Bougersdorf autrefois, le LRBA, etc. C'est cette fusée au carrefour qui a provoqué ma réaction et à mon envie de me replonger dans l'histoire de mon grand-père, parce que on faisait la fête, on parlait des étoiles, de la conquête spatiale, on met une belle fusée au carrefour qui ressemble à un V2. Et aucun hommage à ma connaissance n'a été fait aux déportés de Dora. Sur le panneau, près de la fusée, il y a seulement le nom des deux politiciens célèbres de la ville de Vernon qui ont inauguré cette fusée, sans aucune référence, aucun hommage à quoi que ce soit sur ce panneau. Et puis, quelques jours après, j'ai vu au même endroit une manifestation de salariés d'Ariane Group. En effet, ils venaient d'apprendre la confirmation que la production des moteurs Vinci, V comme Vernon, la dernière génération des moteurs qui servent au lancement des fusées, la production des moteurs Vinci allait partir en Allemagne. Et les salariés donc s'inquiètent pour le sort de leur emploi à Vernon. Les moteurs Vinci partirent en Allemagne. Les hommes ont une histoire, mais il faut croire que les nations auraient bien une histoire elles aussi, et que l'Europe ne serait que fictive. Je souhaite vous lire un dernier extrait du livre de Marcel Conversi, un paragraphe, un petit chapitre qui s'appelle « L'homme mis à nu ». Je vais vous en lire quelques pages. À mon entrée au camp, lorsque nous nous sommes retrouvés rasés, dépouillés, vêtus misérablement, tous égaux dans la misère, avec la même gamelle, la même couche sordide, j'ai pensé au grand rêve de la fraternité humaine. J'ai cru à la possibilité d'une belle expérience de communisme intégral. Mon illusion a été de courte durée. Au bagne, l'homme se montre nu avec son égoïsme, ses appétits sordides, ses petites mesquineries, ses instincts bestiaux. Chez les uns, la civilisation, toute superficielle, s'écaille comme un mauvais vernis. Chez les autres, encore nombreux en France, heureusement, l'esprit domine la bête dans les pires circonstances. La civilisation reste solidement accrochée, l'homme demeure réellement un homme. Souvent même, l'adversité le grandit. Sur le plan matériel, l'inégalité de l'homme apparaît aussi sous un jour aveuglant. Nous n'avions rien le premier jour. Moins d'une semaine après, les débrouillards possédaient un couteau, une boîte pour verser leur café ou garder leur margarine,
une ceinture pour tenir leurs pantalons, et même des cigarettes. Comment avaient-ils fait? Troc contre du pain, emprunt, système D de la caserne. Ils se débrouillaient au camp comme ils disaient le faire sans doute en liberté. Tandis que les autres continuaient à manquer de tout. Où l'inégalité m'a paru plus flagrante encore, c'est lorsque je compris le fonctionnement du camp, assuré entièrement par les détenus de toute nationalité, sous les ordres des nazis, qui laissaient aux divers rouages une certaine autonomie, même au fameux bureau de l'Arbeit statistique, qui établissait la liste des départs en transport. Les éléments communistes du camp, toujours très disciplinés et solidaires, comptaient des hommes à eux dans les principaux services et parvenaient souvent à sauver la mise de leurs camarades ou des sympathisants. Un numéro bien vite changé sur une liste de départ, un inconnu sacrifié à la place de celui que l'on veut préserver. D'autres personnalités, groupant de grosses fortunes, des situations politiques, industrielles ou commerciales de premier plan, se soutenaient également et parvenaient à faire jouer certaines influences. Tout prisonnier pourvu d'une fonction, surtout s'il est de basse extraction sociale, devient impitoyable pour ses frères, car il veut garder sa place, mériter les gamelles supplémentaires et les avantages dévolus à son titre. Ah, si les hommes étaient frères, il en aurait fallu des milliers de nazis pour nous garder. Mais justement, les hommes ne fraternisent qu'entre petits groupes, de vrais camarades. Autrement, ils se traitent en rivaux, sinon en ennemis. Ces résistants déportés, on peut dire qu'ils ont été pour la plupart 2 fois résistants. Résistants avant leur arrestation, bien sûr, et résistants dans le camp, sans qu'on le sache toujours. 2 fois. Je pense que nous avons le pouvoir de tuer une 2e fois ces résistants déportés qui ne sont pas revenus. En les oubliant, c'est certain. Mais plus simplement, en ne les oubliant pas, mais en n'en faisant que des morts. Je veux dire, transmettre la mémoire, ce n'est pas transmettre des cendres. C'est transmettre le feu qui les animait. Et ce feu sera toujours utile. Je pense qu'il l'est aujourd'hui même en France en 2021. Pour terminer, je voudrais évoquer ce que j'ai découvert au fil de mes recherches sur les formes du récit, les formes de la narration. J'en ai vu 3. Une première forme, pour raconter ce qui s'est passé, une première forme, ce serait les faits, le détail, la recherche qui se veut exhaustive, l'objectivité, la rigueur de l'historien, comme le livre d'André Cialier, Histoire du Côme d'Ora. C'est une véritable mine où aucun détail n'est laissé au hasard, où tout ce qui a pu être glané est compilé, organisé. Et c'est une super référence. Mais il faut le lire. Ce n'est pas la portée forcément de tout le monde d'avoir envie de tout lire. Mais c'est un grand mérite que ce travail d'historien existe. C'est une première forme, le travail de l'historien. La deuxième forme que je vois, c'est le récit, le témoignage. C'est-à-dire la personne qui a vécu la chose, qui a été à Dora, qui a été à Ulrich et qui a raconté aussitôt, longtemps après. Qui a raconté, c'est une description, un souvenir subjectif, avec forcément des failles, des associations faites à partir d'autres témoignages, des lacunes, des faux souvenirs, pas toujours vérifiés. Mais c'est du vécu, d'une personne. Des fois c'est écrit longtemps après, des fois il y a trop de précision. Des fois c'est un témoignage brut, mais qui sera intéressant, mais qui sera brut, justement. Et il a aussi sa place complètement, surtout quand il a été fait à chaud ou très vite après l'événement.
Le troisième type de forme de narration que je vois, c'est la forme, c'est ce que j'appelle le détour artistique ou littéraire. Une bonne surprise très récente, c'est les BD. Les BD réalisés par Robin Walter, qui m'ont vraiment beaucoup enthousiasmé, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y avait déjà ce genre de médium, de médias pour diffuser cette mémoire, et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que justement, ça se lit beaucoup plus facilement qu'un gros pavé d'historiens, et en même temps, ça oblige à une certaine rigueur, et c'est agréable à lire, puisque sous forme de BD. Donc, merci à Robin Walter. L'autre, avant de connaître Robin Walter, l'autre que je voulais citer, c'était Georges Champrin, l'écrivain. Par exemple, concernant la fumée du four crématoire, un témoin aurait pu écrire « La fumée du crématoire répandait une fumée avec une odeur, répandait une odeur insupportable. » Et puis, ça peut être tout. Ça peut être donc une phrase qu'on entend qui glisse, oui, il y avait des fours qui brûlaient les corps des déportés morts dans des conditions dramatiques. On les brûlait et l'odeur était vraiment insupportable. On lit ça, ça paraît logique, on comprend. Mais moi, c'est une phrase qui pour moi pourrait glisser. Par contre, quand j'ai lu Georges Champrin, je reste encore aujourd'hui avec une émotion beaucoup plus grande. Je vais vous lire un extrait de ce qu'il a pu écrire en 1994 après être tourné à Buchenwald dans les années 90. Ce fut un dimanche, un beau dimanche de mars. Des nuages gris floconneux naviguaient dans un ciel où s'annonçait déjà le printemps. Et le vent, comme toujours sur la colline de Lettersberg, le vent d'autrefois, le souffle de l'éternité sur la colline de Goethe. Mais c'était en mars 92, et dans ce ciel pâle, dans ce paysage de forêts de hêtres et de chênes, la fumée du crématoire de Buchenwald n'était plus visible. Les oiseaux étaient revenus. Ce fut la première chose que je remarquai en m'avançant sur l'espace vide et dramatique de l'Appelplatz. Les merles moqueurs, tous les oiseaux chanteurs, dans la rumeur assourdie de leurs trilles, étaient revenus dans les arbres centenaires de la forêt de Goethe, d'où ils avaient été chassés des décennies auparavant par la fumée nauséabonde du crématoire. Aujourd'hui, lorsque je me promène dans les bois, j'y pense encore. Le piaillement des oiseaux, c'est la vie. Et dans son livre, en dehors du discours, dans un de ses livres, il évoque ces oiseaux qui avaient fui la colline de Buchenwald à cause de l'odeur de la fumée du crématoire. Georges Champrin m'a beaucoup marqué, en effet, parce que j'ai aimé un tas de formules de sa façon de décrire, de faire le récit. Je vous cite en vrac des phrases, pas forcément tirées de ses livres, mais plutôt des phrases aussi tirées sur lui, des commentaires qu'il a pu faire sur sa façon d'écrire, ou ce qu'on a... Beaucoup de thèses ont été réalisées sur son travail d'écrivain. Je vous livre en vrac des phrases que j'ai envie de vous dire. Pour l'écrivain témoin, il s'agit d'écrire le roman du réel. La fiction littéraire s'inscrit comme le moyen de dire l'indicible. Entre la pulsion autobiographique et la recherche romanesque. Georges Champrin a pu dire « Je ne suis pas un rescapé », comme une personne qui aurait été évitée par une bombe tombée au milieu d'une foule. Non,
Je ne suis pas un rescapé, je suis un revenant de la mort. Il faudra faire du témoignage une œuvre d'art, maître de l'artifice. Le mal absolu, c'est quoi? Georges Champrin, c'est le refus du récit linéaire et exhaustif. C'est donner une priorité à la place prioritaire aux sensations dans l'émergence du souvenir. Georges Champrin peut être amené à raconter une scène, parfois, de plusieurs façons, sous plusieurs angles. Il peut inventer même un personnage fictif. Certaines scènes vont être surexposées, d'autres vont être oubliées. Comme s'il faisait du récit une sculpture. La réalité a besoin parfois de fiction pour devenir vraie. Il ne s'agit pas de proposer la simple réalité des faits, mais plutôt de restituer une image, l'image du réel. Georges Champrin parle au présent, comme s'il était encore le jour de la libération du 12 avril 1945. Saura-t-on raconter? Ils sont là, tout proches de moi, les affamés du petit camp. Ils continuent de mourir aujourd'hui. La réalité est là, disponible, la parole aussi, pas indicible. On peut tout dire, mais pourra-t-on tout entendre ?